j'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un invité. Du lourd. Pas par son poids, hein, par sa prestance. Hein, c'est un homme avec des multicasquettes. Je veux dire, c'est lui qui va se décrire. Aïe aïe aïe, c'est Monsieur Driver. Ça va? On est là, tranquillement. Hein. Écoute, tout va bien, merci de me recevoir. Ah, c'est moi qui te remercie de venir chez moi. Il n'y a pas de souci. Hein? Au partage. Monsieur Driver, donc tu vas te présenter parce que moi, quand je dis l'homme aux multicasquettes, c'est pas le chapeau que tu as sur ta tête. C'est l'homme, il est rappeur, producteur. Il fait aussi des émissions. Featuring. Roule avec Driver. Voilà. Aïe aïe, la récré. J'en oublie ou quoi? Non, je pense que c'est tout. Hein. Non, arrête. T'as pas quelque chose? Écrivain. Voilà, j'ai un livre là qui sort là. Aïe aïe aïe. Donc tu vas te présenter? Ouais, voilà, donc rappeur d'abord, et le rap ça m'a amené à être aussi animateur radio, podcasteur, animateur de soirée avec des DJ, auteur maintenant, parce que j'ai un livre qui sort là, qui s'appelle J'étais là, 25 mars. Acteur, je fais aussi du cinéma. Ah ouais, carrément. Ouais. Et voilà, je pense que j'ai peut-être fait le tour. S'il y a d'autres trucs qui me reviennent... Mais qu'est-ce que t'as pas fait en fait? Je sais que t'es professeur aussi. On peut dire ça comme ça dans la récré. Avec des élèves dissipés. Ouais, très dissipés. La récré. Donc voilà, ouais, non, c'est... je touche à tout. Tu touches à tout, subhanallah. Et qu'est-ce que t'as fait comme film? C'est quoi les films que t'as fait en fait? Alors que je dise pas de bêtises, déjà, le plus gros film que j'ai fait s'appelle Robin des Bois, la véritable histoire. C'est un peu une parodie de l'histoire de Robin des Bois. Tu vois, Robin des Bois, il volait les riches pour donner aux pauvres. Là, ce Robin des Bois-là vole même les pauvres. Ah oui. Et il garde tout pour lui. C'est un Robin des Bois africain, ça. Ça aurait pu. Donc voilà, dedans, il y avait Max Boubli, Larry Habitant, Gérard Darmon, Malik Bentala, Géraldine Nakache, et j'en oublie. J'étais au milieu de tout ça, tout ce beau monde. J'ai joué dans un film qui s'appelle Une nuit, avec Roche Dizem, Sarah Forestier, Samuel Le Bihan. On m'a vu dans Validé aussi, la série. On m'a vu dans Munch, série TF1 là récemment, c'était en septembre, c'est le dernier truc que j'ai fait, enfin qui est sorti en tout cas. J'ai tourné dans une série qui arrive aussi, et voilà, je continue toujours ce truc. Ok, et dans toutes tes vies là, on peut dire ça quand même, producteur. Ouais. Producteur, t'as produit combien d'artistes? Parce que j'ai vu chez le confrère, le Sherman, que t'avais 2-3 petites personnes là qui étaient dans ta tête que tu voulais produire, mais tu voulais pas donner les blasts. Non, je peux pas dire les noms. Pas encore? C'est pas encore prêt là? Non, il y a des trucs qui arrivent déjà. Ah, ça arrive, toujours. Ouais. On a des artistes qui sont là, qui vont sortir des choses là. Il y a Leaf qui sort un clip là très bientôt. On a un artiste qui s'appelle Diaz, qui est un tout nouvel artiste sur qui... moi, on compte beaucoup parce qu'il est très très chaud. On a des artistes qui sont basés au Sénégal. On a Dip Doundungis qui est vraiment le chef là-bas. Hein. Mais on dirait que maintenant tout le monde, les rappeurs français qui produisent, ils vont tous en Afrique. On voit Booba. Il produit des chanteurs ivoiriens, si je me trompe pas. Ouais, et aussi un Sénégalais qui s'appelle Dope Boy, qu'on produit avec le 9 de I Africa, en fait. D'accord. Donc, et comment ça se fait que... le 9 de I Africa sur Dope Boy, on est sur le même artiste. Il y a un grand marché comme ça en Afrique ou quoi? Moi, je pense que c'est juste que ce soit Booba ou nous, on est d'origine africaine, tout simplement. Et qu'il y a toujours un moment où la terre-mère nous rappelle. Retour aux pyramides après des siècles. on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, et pour conclure avec le Sénégal, on a une chanteuse qui s'appelle Jolie, aussi, qui arrive et qui est basée au Sénégal. Donc là, tu t'es vraiment remis dans la production, quoi. Ouais. Ça y est, t'as repris des forces. Ouais.
Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, ça t'avait Non, mis à un à plat, moment, non? ça m'avait saoulé. Et pour des histoires avec un certain artiste qui Ouais, c'était dans le passé. on va y Mais revenir, on j'imagine va y qu'on va en revenir. parler après. Voilà. C'est pas le sujet, mais on va y revenir Ouais, quand non, même. on est là, on parle. Donc voilà, et aujourd'hui, Mhm. monsieur est écrivain. Ouais. Est-ce qu'on peut dire écrivain? Parce que Ben, ça se dit comme ça, en fait, hein. Ouais. Ouais, c'est étrange pour moi. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas cru, mais ouais, bah, j'ai un livre là, qui sort, donc coécrit avec Ismaël Merighetti. Mais voilà. Donc parce que je suis aujourd'hui, écrivain, auteur. aujourd'hui là, même là, quand je te dis ouais, tout le monde produit en Afrique, Ouais. on va aussi dans le même truc. Beaucoup de rappeurs maintenant, beaucoup d'anciens rappeurs se Ouais. mettent à écrire. Ouais, mais c'est Comment- normal, ça y est, le rap il existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des histoires maintenant qui sont assez longues et qui peuvent être racontées pour inspirer ou pour informer, tu vois. Ouais, mais il y a un truc où j'arrive pas à voir, Mhm. c'est un rôle avec Driver Ouais. français. Parce Mhm. qu'il y a eu quelques artistes français, Ouais. mais le gros de Roll Like Driver, c'est que sur Ouais. des les rappeurs américains. Mhm. L'histoire française du rap, elle est pas assez large, les vies des C'est- rappeurs n'est pas assez intéressante. C'est pas du tout ça, c'est que ça se passe sur Featuring. En fait, mon podcast Featuring, il est 100% français. Et en fait, je parle de rap français sur Featuring, et pour pas que les deux émissions se croisent ou se marchent dessus, j'ai décidé de mettre le rap français sur Featuring et le rap américain chez Roll Like Driver. Tout Parce que, simplement. parce que là, pourquoi je me permets de te dire ça, c'est parce Ouais. que, en fait, dans Roll Like Driver, Mhm. j'ai vu un avec Driver spécial Admiralty. Admiralty, Ouais. tu le passes chez les Quinry Ouais. par rapport à... Non, c'était un truc spécial. Comme Admiralty, il n'habite pas ici. Mhm. Il était de passage. Et moi, son équipe m'a demandé, voilà, Driver, on aimerait que tu fasses une interview d'Admiralty et que tu le places dans un de tes médias. Moi, je pensais à la récré d'abord. Mais avec les dates, ça coïncidait pas. Donc, je me suis dit, vas-y, exceptionnellement, je vais faire Admiralty dans Roll Like Driver. Et pour moi, il mérite. Il a tellement une grosse carrière, en fait. Et je voulais que les gens le connaissent. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle il y a Admiralty au milieu de tous ces Ouais, Américains. ça m'a Voilà. un peu choqué, C'est ça m'a que, interloqué en fait. Les dates, ça pouvait se faire que sur Roll Like Driver. Mais je suis très très fier de l'avoir fait, cette émission. Elle est très belle. Il a vraiment une belle carrière. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller voir cet épisode parce qu'il a fait des trucs de dingue. Et il a mis la pression à beaucoup de Jamaïcains. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Voilà. Et il y a quelque chose que je vais te poser. Est-ce que l'initiative de faire Roll Like Driver, Mhm. des podcasts comme ça, est-ce que c'est un peu... tu t'es inspiré de ce qu'a fait Noriega en fait? Noriega, Non. il a fait rappeur et après il a été très dans les radios. Et Ouais. en fait, il fait un peu... Mhm. Il raconte un peu des histoires... Bien sûr. Mais Roll Like Driver, en fait, si tu veux, le concept, il existait déjà de mon côté et ça sur YouTube et ça s'appelait Hip Hop Stories. Il y a des fois Hip Hop Griot, après on a changé en Hip Hop Stories. Et c'était bien avant Drink Champs de Noriega. Donc en vérité, ça, je le faisais avant Noriega. Donc Noriega a regardé sur YouTube. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, pas du tout. A regardé sur il a fait oh, Non, non. c'est qui celui-là? Non, non, C'est Driver. non. Il son idée, et puis lui, le concept, il est différent. Il y a de l'alcool au milieu, les mecs se bourrent la gueule, et quand les mecs sont bien déchirés, ils balancent des anecdotes qu'ils auraient jamais balancées s'ils étaient à jeun. Donc c'est encore un autre concept. Mais c'est pour la culture et on apprend beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette émission, moi. D'accord. Beaucoup. Et le rap, en fait, parce que moi, je te suis un peu sur les réseaux sociaux, Ouais. et de temps en temps, j'écoute aussi les gens qui t'ont interviewé. Ouais. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que le rap t'a forcé à apprendre l'anglais. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, tu allais, si je me trompe pas, Mhm. tu allais voir Hill des X-Men pour qu'il traduise certains trucs. Non. Non, c'est pas que j'allais le voir, en fait. En fait, moi, je me débrouillais en anglais à l'école. Allez, on va dire j'étais un 12 de moyenne en anglais, tu vois. Ça va, c'est cool. Mais en vérité, l'anglais que tu apprends à l'école, c'est pas l'anglais du rap américain, c'est pas l'anglais quand tu vas en voyage aux États-Unis. Il te faut plus que ça. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec. Moi, j'avais MTV en 1991 déjà, j'avais déjà MTV à la maison. Tu faisais partie des privilégiés, toi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, j'avais l'habitude d'entendre beaucoup l'anglais des Américains dans mes oreilles, même l'anglais des rappeurs dans mes oreilles. Et il, en vérité, on s'est rencontrés, c'est le rap qui nous a fait nous rencontrer. Et lui, il est trilingue. Il parle français, parle anglais et parle allemand, couramment. Et ça fait que je me suis retrouvé en séjour avec Il,
Cassidy, je crois qu'il y avait Ify, je sais plus. On était loin et on n'avait que 2 albums. Je me rappelle, il y avait 2 CD là-bas. Il y avait un CD de Blackstreet, R&B, et il y avait un CD de Mobb Deep, le deuxième album de Infamous. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait qu'on écoutait beaucoup le Mobb Deep et en même temps qu'on l'écoutait, il rappelle les paroles et il me dit, tu sais là, il a dit ça. Ça. Et ça fait que j'étais là, ah ouais, continue. Dis-moi. Et je découvrais vraiment ce qui se disait dans cet album-là. Et j'étais, waouh, c'est là que je me disais, ah ouais, les mecs, ils écrivent vraiment bien. C'est pas juste un bon flow. Mais après, de là à dire que j'appelais Il tous les jours pour savoir, non, c'était ce jour-là. D'accord. Sur Mais cet album-là. c'est comment ça a été perçu dans dans l'interview. C'est-à-dire que, ouais, quand j'étais avec lui, il me racontait et tout. Donc, ouais. bon, En fait, ça laisse à c'est ce sous-entendre. jour-là, en fait. D'accord, c'était sur un moment précis de ta vie. Et quoi. même un album, Mobb Deep, d'Infamous. D'accord. Il m'a quasiment traduit tout l'album. Je captais des concepts que j'aurais jamais captés à ce moment-là, en fait. Et c'est énorme. Et je voulais te poser une question que un gars, moi, il m'a posé. Ouais. Il m'a dit, il faut lui poser à Driver. C'est Germain. Il aime trop ton émission. Ok. Il m'a demandé, ouais, c'est quoi ton album rap français et rap américain, tout temps confondu. Les meilleurs pour toi. Les meilleurs pour toi. Parce qu'il y en a 2 en l'occurrence. Rap français, ça va être facile. Américain, ça va être très dur. Rap français, c'est Ministère amer 95200. Ah ouais, carrément. C'est mon album de tous les temps et je pense que ça sera à vie mon album de tous les temps. Parce qu'il représente déjà ma ville. Et ça veut dire que dans cet album-là, il parle de choses précises, mais je les visualise plus que ça. Je les vois. Tu vois, je vis dedans, en fait. Et il me rappelle une époque formidable, en vrai. Vraiment. Donc, pour moi, c'est cet album-là. Et américain, c'est tellement dur. Mais américain, là, je vais t'en donner un aujourd'hui. Mais si on m'interroge le lendemain, j'en donnerai sûrement un autre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire Snoop Dogg, Doggy Style. Ah, carrément. Le premier album de Snoop, c'est parfait. Ah, franchement, j'aurais pensé que ça serait du Mobb Deep ou... Snoop, mec. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est parfait. D'accord. Voilà. Et j'aurais posé une autre question. Maintenant, là, on va passer sur ton livre. Ok. J'étais là. Voilà. Et tu étais là à Didi Cool TV aussi. Donc, t'es doublement là, quoi. Voilà. Donc, je voudrais te poser des questions sur des chapitres que tu as... En fait, si on suit Driver sur les réseaux sociaux, tu as donné tous les chapitres de ton livre. C'est ça. Donc, moi, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Ok. Donc, le premier qui m'a marqué, c'est de Lunatic à Edalji. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Alors... Ça remonte à une période, si je suis bon dans les dates, on doit être à peu près 1995, à peu près. C'est une période où je commence à fréquenter un studio qui s'appelle Ticaret. Ticaret, c'est d'abord un magasin où ils vendaient beaucoup de sap, dite hip-hop, où ils vendaient des disques de rap. Et dans le sous-sol, il y avait un studio où toute la new school de cette époque-là du rap français venait enregistré et moi j'y étais aussi et du coup j'ai croisé DJ Mehdi qui repose en paix du groupe Idéalgie, voilà, et on est devenus potes, on a commencé à bosser ensemble, on appréciait ce que chacun faisait, lui sa musique, c'était un beatmaker de folie et moi mon rap, il appréciait mon rap, donc on a commencé à bosser ensemble et du coup comme il était dans Idéalgie, j'ai rencontré Kerry, j'ai rencontré Teddy Corona. Et voilà, et on a même bossé, on a fait un morceau ensemble avec Kerry James, avec Manu Kay, que j'ai rencontré aussi à la même époque via Mehdi. Et voilà, donc c'est une époque où je bossais beaucoup avec Mehdi, je voyais beaucoup Mehdi, je croisais beaucoup Idéalgie et ce qui allait devenir Mafia qu'un free après. J'ai rencontré Rof à la même époque, j'ai rencontré 113 à la même époque. Donc voilà. Et si ce chapitre s'appelle... de Idéalgie à Lunatic, ou je sais plus dans quel sens, mais c'est parce que en 95 aussi, je me retrouve sur une mixtape de Cut Killer, et à cette époque-là, les mixtapes de Cut Killer, c'était important dans le milieu, fallait être dedans. Et en fait, je me retrouve dans la spéciale Lunatic, parce qu'à cette époque-là, ils bossent avec... c'est les Sages Poètes de la Rue qui les produisent. Et moi, je suis pote avec Danny Dan des Sages Poètes de la Rue. Donc, ils m'invitent sur la mixtape de Cut Killer, spéciale Lunatic. Et je me retrouve à rapper avec Lunatic. Et pour dire la vérité,
Il y a eu un avant et un après cette mixtape. Ça veut dire qu'avant cette mixtape, j'étais le mec qui se battait pour faire son nom dans le milieu. Et après cette mixtape, le nom était fait. On pouvait toujours le faire grossir, mais ça y est. Tu disais Driver, ouais, c'est le mec qui a rappé dans la mixtape de Lunatic. Ça voulait dire que j'avais fait mon boulot. Et voilà. Donc ce chapitre parle de toute cette époque-là et qui était une belle époque de hip-hop parce que, comme je l'ai dit, on était la new school à ce moment-là. Et dans cette new school, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses. Là, on dit Ideal J, on dit Lunatic, mais il y avait la Clica que je pouvais croiser là-bas, il y avait les 2 balles, il y avait les 2 nègres, tout ça, c'est des gens qui ont fait des choses après. Et ouais. Donc, le truc, c'est que je voulais te poser encore une autre question, c'est que moi je t'ai connu, je sais plus c'est en quelle année, moi j'étais petit, je crois que j'étais en primaire carrément, et c'était la chanson Pardonne-moi, c'est ça, si je me trompe pas, elle passait en balle sur M6. Ouais, de fou. Et après, je t'ai revu dans un autre son, parce que t'as posé avec les gens, c'est pas ma cité, mais c'est la cité d'à côté. Ok. C'était... trop de rêves, trop d'illusions, nous fait perdre la raison. C'est 1 pour la main et 2 pour la fiction. Ah, agression verbale. Aïe, aïe, t'as reconnu les bails, quoi. C'est ça, le canal. Et c'est là que j'ai dit, ouais, le Book Driver, il était avec des lunettes noires, comme ça, dans le clip. Il était tout jeune. On était déjà dans les trucs. Là, on voyait même le Kerry, on dirait qu'il sortait du bateau. Il était tout maigre. Tu vois, les muscles n'étaient pas encore là. Il est arrivé quelques années plus tard. Ouais, ça, c'est une belle expérience. C'était une compilation qui s'appelait Nouvelle Donne. Voilà, on m'a contacté, on m'a dit il y a un nouveau groupe qui est là, on aimerait que tu sois en feat avec eux, c'est Agression Verbale. J'ai dit faites-moi écouter quelque chose, si j'aime on le fait. J'ai écouté, j'ai aimé, boum, on s'est retrouvés en studio. Après on me dit va falloir faire un clip maintenant, le morceau il est bien, il est frais, c'est sur une production de Zoxy, des Sages-Pots en plus. Et clip derrière quoi. Donc cool. Et c'est là que je t'ai connu. Et je voudrais te poser une question sur la question que je voulais te poser, c'est comment tu vois le rap d'aujourd'hui? On te la pose 1000 fois, c'est clair. Mais tu vois, moi, j'écoute plus trop de rap. Même quasiment pas du tout. Je veux dire qu'à l'époque où j'ai écouté du rap, c'était à l'époque fin années 90, début 2000. Donc, là, de ce que j'entends aujourd'hui, c'est totalement différent. Est-ce que c'est l'essence du rap, c'est quoi? C'est la contestation ou c'est la fête? Aujourd'hui, c'est un peu plus la fête quand on entend des Jul ou parce que c'est le rap Marseille qui domine en vrai. Il faut se dire la vérité. C'est le rap de Marseille qui domine, c'est rap festif. Est-ce que c'est l'essence du rap ou l'essence du rap, comme dit Alpha 520, c'est la contestation? Moi, déjà, sur l'essence du rap, moi, je suis partagé. Je trouve que c'est et la contestation d'un côté et la fête de l'autre. Dès le départ, ça a été ça. Le rap est né dans les block parties. Les premiers rappeurs, ils étaient en train de rien dénoncer du tout. Ils étaient en train d'ambiancer pour que les gens dansent encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est l'essence du rap, ça aussi. Après, il y a eu des mecs qui se sont dit, bon, on va écrire des paroles, on va raconter des choses, on va motiver des gens, on va dénoncer des choses, tout ça, machin. Ils sont arrivés après et je trouve que ça aussi, c'est très important. Donc c'est bien qu'il y ait les deux. Il ne faut pas que l'un efface l'autre. Maintenant, pour revenir à ta première question, quand tu me demandes ce que je pense du rap d'aujourd'hui et quand tu me dis que aujourd'hui tu trouves qu'il y a un côté plus festif, je trouve que c'est un peu comme l'époque des années 90 dans le sens où il y a ce qui est mis en avant. Et en vérité, ce qui était mis en avant à la radio dans les années 90, je parle de la fin des années 90 quand une radio comme Skyrock a commencé à jouer des morceaux en playlist, c'était les morceaux les plus festifs en vrai. De temps en temps, tu avais ce que j'appellerais des anomalies, c'est-à-dire des morceaux un peu plus ghetto qui venaient se greffer dans la playlist. Mais en vrai, la majorité des morceaux, ils étaient plutôt joyeux, festifs et tout ça. Et en vrai, c'est des radios commerciales. Donc, ils cherchent à toucher un plus grand nombre de personnes. Et pour eux, ça passe par des morceaux les plus ouverts. Et au milieu de tout ça, t'arrivais à mettre des Arsenic ou des 113 ou tout ça, machin. Aujourd'hui, je trouve que c'est la même chose. Tu vois, toi, le rap dont tu me parles, que tu dis festif, c'est celui qui est mis en avant. De temps en temps, il y a des morceaux qui sont moins festifs, qui rentrent dans ces playlists-là. Mais en vérité, aujourd'hui, avec le streaming, si tu veux du rap contestataire ou conscient, tout ça, ça existe. Si tu veux des trucs où ça a de l'ego trip, ça existe. Tu veux de quoi faire la fête, ça existe. Il y en a pour tout le monde, en vrai. Mais c'est beaucoup moins qu'avant. Après, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup moins qu'avant. Parce qu'il fut une époque...
Tu vois, il y avait le rap, comme tu me disais, l'album de Ministère Hammer qui était Ouais. 100% contestataire Ouais. et qui était un peu un rap dur. Mhm. Et quand il y a une nouvelle génération, c'est-à-dire la génération de Time Bomb, Mhm. quand ils sont arrivés, ils ont ramené du flow, Mhm. plus de flow que n'avaient Stomy et Passy. Mhm. Plus en fait, c'était plus dans la lyrique, c'est rechercher le truc, voir le truc le plus recherché dans les lyrics, tu vois, Ouais. les jeux de mots et tout ça. Mhm. J'ai l'impression que ça s'est perdu. Oui. Et là, c'est que En fait, non. je vois plus. Ça rejoint ce que je te disais avant. Tu vois, là, tu as cité deux exemples. Tu as cité Ministère Amer et tu as cité Time Bomb. Ça passait pas à la radio, ça. Ça veut dire que... Ouais, non, mais c'est parisien. 88.2, c'était parisien. C'était en province, tu t'entendais pas, tu captais pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur les radios nationales, Ministère Amer ou Time Bomb, ça passait pas à la radio. Donc, c'était pareil. Je pense que si on revient en arrière, on parle, je pense que quelqu'un aurait pu avoir le même discours que toi en disant « Ouais, j'entends que la fête ». C'est sûr que si tu écoutes Skyrock, qui est une radio commerciale, tu vas entendre la fête. Mais derrière Skyrock, il y a les albums de Ministère où il y avait les projets de Time Bomb. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on vit la même chose. Devant, il y a des trucs, c'est la fête. Mais quand tu fouilles derrière, il y a des A2H, il y a des Jossman, il y a plein de trucs à écouter. D'accord. Et aujourd'hui, toi, ce que tu produis, tu les mets dans quelle catégorie? Dans la catégorie derrière ou devant? Le but, c'est que ça marche énormément. Maintenant, je les mets dans aucune catégorie parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de signer des nouvelles choses. Pas signer des trucs qui existent déjà pour avoir le Laylo numéro 2. Laylo, il est là, il est en place, il fait son truc. Je vais pas chercher un artiste qui fait la même chose que lui. Pour avoir un Jul numéro 2, Jul, il fait déjà son truc, ça m'intéresse pas. Donc moi, les artistes qu'on a là, pour moi, ils sont dans aucune catégorie. On espère même qu'ils créent des catégories. Ah, c'est du risque, quoi. Ouais, pour moi, c'est de la production. Si c'est pour copier, ça peut marcher sur un malentendu, mais ça va pas marcher longtemps. L'original est là, il existe. Est-ce que, vu ce que tu as dit dans ton livre, est-ce qu'aujourd'hui les pitbulls, ils sont toujours dans l'industrie du disque? Parce qu'en fait, les rappeurs à l'époque, c'était des Kaira. Moi, ce que je pensais du rap et ce que je voyais des gens de quartier qui rappaient, c'était des voyous. Aujourd'hui, il y a les voyous d'un côté, il y a les rappeurs. Il y a des rappeurs qui veulent faire les voyous, il y a des rappeurs vraiment voyous. Mais les rappeurs vraiment voyous, ils marchent pas bien. Ben, en fait, même à l'époque, dans les rappeurs, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment voyous. Et la majorité ne l'était pas. Même à l'époque. Et voilà. Et pour revenir sur le livre, ce chapitre, qui s'appelle « Des pitbulls en maison de disque », je parle de vrais pitbulls. Je parle de chiens. Ah, de chiens, moi. Je parle pas de rappeurs. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça, après, j'invite les gens à attraper le livre et de le lire. C'est un chapitre très intéressant de ma vie, mais je parle de chiens, pour de vrai. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les chiens, dans le... Très bonne question. Qu'est-ce que fait un pitbull, à part grogner et être menaçant? C'est-à-dire que les voyous, ils étaient rentrés avec les pitbulls, alors? C'est un peu ça. Donc, ça rejoint ce que je dis. Non, pas du tout, c'était pas des rappeurs. Ah ouais, c'était des managers. Peut-être. Je vous invite à lire le livre et à lire ces chapitres. Ça sent menace record. Ça sent menace record. Non, même pas. Et tu me parles de menace. Moi, c'est Bayes, le boss de menace, c'est mon pote. Donc c'est quelqu'un que j'ai fréquenté et que j'ai vu et je l'ai vu faire et tout. Mais je parle pas de... Est-ce que c'est des Sugana et tout ça, ces gens-là, ils ont voulu copier... Non. En France, on a nos histoires. On a notre histoire et en France, on est des êtres humains. Ça veut dire il y a des moments, les mecs, ils sont énervés et ils passent à l'acte et font des choses, tu vois, sans penser à ce qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment toi et ton... Voilà, et ton caractère. T'as pas une petite anecdote à nous distiller, là? Ouais, je vais pas balancer les autres. Il s'est passé énormément de choses à l'époque. Mais sans donner de nom, tranquille. Mais ouais, non, tu sais, il y a des artistes qui se sentaient plus bien dans leur maison de disques. Et qui voulaient partir. Avec les bandes. Qui voulaient repartir ou être libérés. Et on leur faisait comprendre que non, tu as signé un contrat de tant d'albums, donc tu dois rester. Bah, ils devaient être persuasifs pour pouvoir récupérer leur contrat, comme on dit. Et des fois, il y avait des trucs comme ça. Pareil, des négociations aussi, où ils estimaient qu'on leur donnait pas assez d'argent. Ça arrivait que des gens montent le ton pour avoir... haussent le ton pour avoir Est-ce que c'est une légende
tu vois, que les gens, tu sais, les rappeurs, comme tu m'as dit que c'est pas des voyous. Certains, c'est vrai. Hein. Non, il y en a, Mais oui. ils faisaient appel aux voyous pour régler ce genre de Ça problème-là. arrivait très souvent. Genre, moi, j'ai entendu... moi, je te donne des noms parce que c'est sur YouTube, tu peux le truc. J'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe, aïe, aïe. Des gens comme Joe Dalton, à l'époque, on l'embauchait pour revenir prendre des contrats. On va dire, Joe, tonton Joe, il y a un problème ici, viens avec moi et... Je pense que c'est vrai. Comme je te l'ai dit, dans le rap, il y a un peu de voyous. Là, je parle des rappeurs, et beaucoup de non-voyous. Donc, à un moment, quand il faut faire des choses de voyous et que t'es pas voyou, ben, t'appelles des voyous. C'est l'entourage. Mais ça peut se retourner contre toi. Attention. Oui. Donc, c'est pas... Moi, je conseille pas ça aux rappeurs. D'accord. Qui sont pas voyous. Et c'est mieux un avocat, hein, par exemple. C'est clair. Et pourquoi Mélanie, elle t'a sauvé? Jams. Pourquoi elle t'a sauvé? Jams, c'est parce que à un moment de ma vie, à un moment de ma carrière compliqué, elle m'a rendu un très grand service. Alors tout est expliqué en détail dans le livre, mais elle est venue poser sur une compilation que je faisais qui s'appelait Self Defense. Elle est venue rapper dessus à ma demande. Elle a accepté alors que c'était l'époque où elle sortait l'album Dans ma bulle. Donc c'est son album qui a le plus vendu, plus d'1 million de ventes et tout ça. C'était une star en France. Et elle aurait pu flamber, comme beaucoup de gens flambent une fois que ça marche, prennent la grosse tête. Et elle est restée la même. Et elle est venue sur mon projet et franchement, ça a déclenché plein de choses derrière pour moi. Et je la remercierai jamais assez. Je l'ai déjà rencontré parce que c'est l'ami d'un ami. Donc je l'ai déjà rencontré et je certifie ce que tu dis, c'est quelqu'un de vraiment totalement normal et très loin de la starification qu'on peut lui donner, qu'on peut lui attribuer, mais c'est quelqu'un de... Je pense même qu'elle aime pas ça. Être star, il y a des gens, ils ont toujours rêvé de ça. Et une fois qu'ils deviennent stars, ils vivent comme une star, entre guillemets, ça veut dire avec tous les excès et la flambe qui va avec et tout. Et je critique pas. Si c'est ce que tu as toujours voulu, pourquoi pas? Tu vis ton rêve, c'est cool. Mais moi, je pense que elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait être reconnue par ses pairs dans le rap. Elle voulait que les gens du rap disent « t'es forte ». Et à un moment, c'est arrivé. Tout le monde a dit « t'es forte ». Elle a eu ce qu'elle voulait. Déjà, à l'époque, avec « c'est quoi qui te gêne ?» tu vois, déjà, les gens disaient hey, « c'est quelqu'un ». Ouais, elle était toute jeune, là, en plus, à l'époque de ce morceau. Et en plus, une petite Babtou qui rappe comme ça. Et en plus, tu vois, moi, personnellement, à cette époque, j'étais dans le rap. Ouais. Et franchement, on a été tout ça. C'est même pas, tu sais, en plus, le rap, c'est un milieu de garçons. Ouais. Elle était beaucoup plus hardcore que certains rappeurs. Elle dénonçait plein de choses. Elle dénonçait plein de choses. Donc, ouais, non. Grande dame. Franchement, en tout cas, t'en penses quoi? Tu sais, il y a beaucoup de rappeurs qui sont repentis du rap et qui sont mis dans la religion. Tu vois, à un moment donné, il y a eu une vraie vague dedans, tu vois, parce que beaucoup de. T'en penses quoi de tout ça, toi? Tu en penses quoi? Moi, j'en pense rien du tout, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu sens que tu vas te sentir mieux dans la religion, vas-y. Si tu sens que tu vas te sentir mieux dans le rap, vas-y. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est d'être heureux. Donc, moi, j'ai rien d'autre à dire sur ça, en fait. Moi, quelqu'un comme Diams ou quelqu'un comme Fab, ils ont quitté le rap pour se mettre dans la religion et ils sont jamais revenus. C'est qu'ils sont bien là où ils sont. Et je suis content pour eux. Ouais, il y en a qui sont revenus dans la musique. Et t'es content aussi pour eux. C'est que ils avaient besoin de ça. S'ils se sentent mieux aujourd'hui, je suis content pour eux. Mais après, tu peux voir aussi comme une schizophrénie. Parce que tu vois, toi qui es dans... Parce que toi, ça fait 30 ans que tu es dans le milieu du rap. Tu vois, tu es connu par tout le monde. Et tu connais la majorité des acteurs du rap. Des anciens, je sais pas des nouveaux, mais des anciens, ça, j'ai une certitude. Mais toi, tu as pu voir les côtés dark du rap. Parce que le rap, c'est bien bon. On fait les concerts et tout ça, c'est la fête et tout ça, et il y a les Fab. Mais aussi, de l'autre côté, il y a la drogue. Il y a les bagarres. En plus, il y a beaucoup de rappeurs qui se font dépouiller par leur propre garde du corps. Ou leur manager. Leur manager, parce que, en fait, tout ce qui gravite au milieu du rap,
je vais pas dire tout, mais une bonne partie des gens qui gravitent autour du rap, c'est des piranhas. C'est des piranhas et des lascars. Parce que, en fait, on est issu de... Quand tu vas dire, ouais, toi, tu viens de Sarcelles, tu vas dire, ouais, Sarcelles, ils vont dire, ouais, mais il faut que tu redonnes à Sarcelles ce qu'il y a à Sarcelles. Moi, j'appelle ça payer le loyer. Si tu dis que t'es de Sarcelles, il faut que tu payes le loyer à Sarcelles pour qu'on te laisse tranquille. Et toi, comment t'as fait? Parce que là, aujourd'hui, t'habites toujours à Sarcelles. Ouais. Comment t'as fait pour que, voilà... Bon, on voit, t'es costaud, tout ça. Non, mais... ça veut rien dire. Hein. S'ils veulent te fumer, ils te fument. Hein. Tu veux être le plus costaud. Mais on voit, mais comment ça se fait que toi, on t'a pas dit, bon driver, ouais, il faut que tu passes à la caisse maintenant? Ouais. Non, moi, je pense déjà que j'avais des bons rapports avec les voyous, moi. Tout simplement. Moi, depuis tout jeune, en fait, allez, en primaire, tu vois des caractères, mais les voyous, ils se déclarent déjà au collège. Tu vois ce que je veux dire? Ils se déclarent au collège. Moi, au collège, déjà, je marchais avec eux. Sans être, moi, un voyou. Ouais. Mais ils m'appréciaient, je les appréciais. Tu sais, moi, bien sûr, mes parents, ils auraient voulu que je traîne qu'avec des intellos, mais c'est pas comme ça, la vie. La vie, c'est... T'as des atomes crochés avec des gens. Et dedans, il y a des intellos, mais dedans, il y a aussi les voyous. Et moi, les voyous, je m'entendais bien avec eux. Et jusqu'à maintenant et tout. Donc, ça s'est toujours bien passé pour moi, en vérité. Après, je peux pas te donner une formule, une recette... Non, je l'ai juste vécu au jour le jour et c'est cool. C'est parce que j'ai l'impression que, tu sais, pour te voir aujourd'hui et t'avoir croisé la dernière fois, t'es quelqu'un d'authentique, t'es quelqu'un de réel. En fait, il y a un truc que les voyous n'aiment pas. C'est quand t'es pas un voyou, déjà ils le sentent, et que quand t'es en face d'un voyou, pour avoir l'air d'être validé par ce voyou, tu joues le voyou. C'est là qu'ils vont vouloir te mettre à l'amende. Moi, j'ai jamais joué le voyou. Jamais essayé d'être un voyou. C'est-à-dire que je me suis retrouvé devant quelques voyous, j'ai pas essayé de les impressionner. Je suis resté moi-même. Et je pense qu'ils m'ont laissé tranquille ou ils m'ont apprécié pour ça. Ceux qui essayent de jouer les durs en regardant le voyou. T'as vu, je suis comme toi, non, mais c'est eux qui sont mettre à l'amende. Ouais, c'est eux. Je m'en doutais. Parce que je vois que toi, tu marches dans la rue normale. Oui, moi, je rêve pas d'être un voyou. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont fait ce choix, c'est leur truc. J'espère pour eux que tout va bien se passer, mais moi, ça n'a jamais été mon rêve. Maintenant, te dire que je regarde pas des films de voyous, j'en regarde plein. J'écoute du gangsta rap toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas mon rêve d'être comme ça. Je suis bien comme je suis, moi, ça me suffit. Bah, reste comme t'es, mon ami. Voilà. Ça. Et je voudrais te poser encore une question sur ton livre, sur le chapitre Time Bomb versus LL Cool J. Ouais. Il est où le rapport? Il est où le rapport? J'avoue que quand tu lis le chapitre, tu te demandes si les mecs de Time Bomb ils sont battus contre LL Cool J. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, c'est tout un chapitre sur une période où je devais intégrer Time Bomb. Il y a Hill, justement, je te parle de ce petit séjour où je suis avec Hill et les autres et on est en train d'écouter Mobb Deep. On freestyle beaucoup. Hill apprécie ce que je fais, il dit ouais, il faut que tu sois avec nous dans Time Bomb. Et il m'amène voir DJ Sec, un des producteurs de l'écurie Time Bomb. Et en fait, ils m'écoutent rapper et eux, ils avaient une idéologie, tu vois. Ils allaient vers des trucs New York, sombres. Ils aimaient beaucoup le Bootcamp Click. Toute la clique de Black Moon, Smith & Wesson, tout ça là, OGC, Elta Skelta, c'était New York sombre. Moi, j'ai jamais eu de problème avec New York. Mais, moi, New York, à ce moment-là, c'était LL Cool J, mon gars. Moi, j'écoutais LL Cool J, mais LL Cool J, il avait un côté hardcore d'un côté, mais il avait un côté très lover. Et moi, j'aimais beaucoup aussi son côté lover. Et DJ Sec, non. Il dit non, on peut pas faire ça. C'est pas ce rap-là, nous, qu'on veut faire et tout. Moi, je dis, ouais, moi, c'est le rap que je veux faire. Donc, du coup, je suis pas rentré dans Time Bomb, mais cool, hein, super cool. Jusqu'à maintenant, DJ Sec, c'est mon gars. Mars, Ricky, beaucoup de respect. Et voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est que si j'avais accepté de faire des trucs à la Bootcamp Click, je serais rentré dans Time Bomb. Mais là, j'ai vu, parce qu'à un moment donné, comme je savais que j'allais t'interviewer, j'ai un peu regardé ta discographie. Ouais. Sur certains sons, j'ai regardé vite fait les clips sur YouTube que tu as fait. Ouais. Mais est-ce que j'ai l'impression que tu étais le premier Doc Gynéco, en fait. En fait, tu vois le style de chanson? Le style de chanson que tu faisais, genre
En fait, c'était le El Kouji français en vrai. Ouais, C'est- parce que Et Doc Gynéco, lui, il a mis plus vraiment un LA, lui. Il a mis vraiment un ouais, LA et toi, tu l'as mis en New-Yorkais. et Doc Gynéco, il y avait un côté plus sexuel dans son rap C'est aussi. vrai. Mais on peut pas dire que j'étais le premier Doc Gynéco pour une raison déjà, c'est que Doc Gynéco, il a sorti son premier album en 96 et moi en 98. Ah, Donc en vrai, autant pour moi. tu vois, lui, il est arrivé dans ce game-là avant moi, mais la différence, c'est que moi, c'était bon enfant, là où lui, c'était sexuel. La première consultation, c'était en 96. 96. T'es sûr? Ouais, en tout cas, c'est sûr, c'est avant moi. D'accord, d'accord. Donc voilà. D'accord. Et donc, on va passer à la dernière séquence. Ouais. C'est quand j'ai regardé sur les chapitres et tout ça, j'ai vu tous les messages. Et notamment, j'ai vu des messages des gars que je connaissais carrément. Ok. Julien Kim. Ok. Il a dit quoi? I know Ken. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Alors, Donc, vas-y, dis-nous Ouais. tout. Dis-nous Yeah. tout pour Julien et qu'on Ouais. big up. big up Julien déjà. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle No I Can't. En fait, c'est une espèce de réponse à Yes I Can't. Yes I Can't, c'est quoi? C'est le titre d'un album de Black Kent, le rappeur Black Kent, qui est un rappeur que nous, All Made, on produisait. Et il a fait un album en anglais, parce qu'il était bilingue, qui s'appelait Yes I Can't, mais qui est un jeu de mots par rapport à Yes I Can de Obama. Yeah. Voilà. Donc du coup, si ce chapitre s'appelle No I Can't, c'est pour répondre... en fait, je raconte tout simplement l'histoire. Le bif. Ouais, mais plus que ça. La signature, la rencontre, la signature, les bons moments, parce qu'il y en a eu. Mhm. Ce qui va nous amener tout doucement vers quelque chose qui aurait pu être très gros, signature chez Warner, et ensuite une descente, c'est-à-dire le moment où on s'embrouille, et un côté qui devient très moche, où on s'embrouille sale, et ce que je pense aujourd'hui, parce que tout ça, c'est arrivé vers 2010, à cette période-là. Et aujourd'hui, on est en 2022. Donc aussi, je donne maintenant aussi mon point de vue aujourd'hui avec du recul et tout ça. Et Donc, tu penses que dans tu tout as ce fait... chapitre, je raconte tout ça et je reviens aussi sur le fait, ce que tu disais en début d'émission, que après avoir produit Black Kent, je ne voulais plus produire d'artistes. Mais tu penses que tu as fait des erreurs par rapport à Black Kent? Non. Ah ouais, tout vient de lui, quoi. Bah, de lui et les choses qu'on a pu, que des gens extérieurs ont pu me reprocher, et m'ont dit t'as mis trop d'affectifs sur cette histoire de Black Kent. Black Kent, c'est un artiste, faut que tu le vois comme un produit. Et au moins comme ça, si ça se termine mal, t'as pas mal au cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et tu t'embrouilles pas. Sauf, et là où moi je dis c'est pas possible, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que je dis j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. C'est que je suis pas une machine, je suis pas un robot. Moi, je dois pas juste mettre de l'argent sur lui et regarder le truc sortir. Je suis en studio avec lui, on crée de la musique ensemble, il rappe, je réalise, tout ça, machin. Il faut un minimum d'affectif. Je ne peux pas faire ça comme un robot. On fait de la musique, ça doit venir du cœur. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et tout ça. Donc, si c'était à refaire, et je suis en train de le refaire, je remettrais du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'en remets du cœur, quoi. Je remettrais de l'affectif. C'est obligé, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas me reprocher, non, t'aurais dû être un robot. Je ne suis pas un robot. Je ne créerai jamais. Maintenant, si demain, t'entends Driver, il a juste mis de l'argent, oui, là, je peux être un robot. Mais créer, aller en studio, être un robot, la musique sera nulle. Parce qu'on t'a vu là chez des confrères, tu vois, Ouais. chez tonton Marcel, Ouais. très énervé. Ouais. Un driver là qui... Que ça venait du cœur. Un driver qu'on n'avait jamais vu. Exactement. Là, je voyais là, tes sourcils, ils tombaient jusqu'au nez, tellement qu'il était fait. Ah, mais c'est ça. Et c'est marrant parce que toute cette période-là, je recevais des messages qui me faisaient plaisir d'ailleurs, qui disaient Driver, t'as jamais vu énervé, là t'es énervé, obligatoirement c'est lui qui a tort. C'est pas possible tout ça. Et ça me touchait tout ça. Mais voilà, mais en gros, moi quand je crée de la musique, j'appuie, j'insiste sur le mot créer et pas investir de l'argent. Quand je crée, que ce soit seul ou avec des gens, tu mets du cœur. Donc faut pas me demander d'être sans cœur à ce moment-là. C'est impossible. Et dans la bien production... sûr, après quand t'es déçu par la personne en face, bah tu t'énerves. Et dans la production, aujourd'hui, t'es toujours affilié avec JP Sec? Bien sûr, bien sûr. All Made, c'est notre label. Et ouais, tout ce qu'on fait, là, on le fait ensemble. Ok, maintenant c'est la grande famille.
Oh non, mais depuis le début, hein, à l'époque de Black Kent, c'était déjà ça. Oui, c'était oui, déjà le oui, cas. bah oui. Et on est toujours. Parce qu'après, par la suite, il avait retravaillé avec Black Kent en Ouais. Afrique. Voilà, mais ça avait rien à voir avec le label, ça. Mhm. Donc, Non, parce que, tu vois, comme souvent chez les rappeurs, ouais. tu sais, si je suis en bif avec quelqu'un, Ouais, faut ouais, pas ouais, que je tu vois. roules avec lui. Ah, mais ça, c'est du business. Là, tu peux enlever le cœur. C'est du business. Ils sont dans des bureaux, les mecs. Ils font de l'argent. Moi, je vais pas dire à Jean-Pierre, non, va pas faire ton argent, parce que Jean-Pierre aussi, hein, il était en froid avec Black Kent. Hein. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. S'il arrive à aller là-bas et travailler, peut-être pas avec lui, mais travailler dans la même boîte, comment moi, je vais pas pouvoir, en fait, alors que moi, j'y suis pas. Tu vois, ils sont Ouais, en ouais. Afrique, ils arrivent à bosser dans la même boîte. Moi, je suis en France et je vais dire, ah, pourquoi? Allez-y, faites du business, m'en fous. Et puis, de toute façon, comme je dis, à partir du moment où on ne doit pas créer, je peux enlever mon cœur et le mettre de côté. Mhm. C'est pour créer que je peux pas enlever mon cœur. Ok, bah comment. Bah là, on va arriver à la fin. Ouais. Je vais te poser la dernière question à 200 000 balles. Comme tes producteurs, tu les as, mon ami. Oh merde. Ça veut rien dire. Pas du tout. La cité, comment tu Ouais. la vois, Mhm. selon toi, en quelques mots? Si moi, je viens de Sarcelles, j'y suis né et j'y ai passé toute ma vie. À l'heure où je te parle, j'y vis encore. Donc moi, c'est tout pour moi. C'est tout. Sarcelles, je l'aime. Alors, avec ses qualités, ses défauts. Hein. Il y a des défauts, bien sûr, mais c'est comme quelqu'un qui aime sa femme, elle a des défauts. Comme quelqu'un qui aime ses enfants, ils ont des défauts. Mais tu les aimes quand même, tu vois. Ben, moi, j'aime Sarcelles fort comme ça. Et moi, j'ai eu la chance de vivre dans un quartier qui est assez central, qui s'appelle les Flanades, où il y avait un gros centre commercial à l'époque. Et ça fait que ce quartier ne nous appartenait pas. C'était le quartier tout Sarcelles. Parce que comme c'était le centre commercial, les mecs venaient tous faire leurs courses ou traîner là. Et ça fait que en venant de ce quartier central, j'étais en guerre avec aucun quartier. Ah ouais, ça c'est frais, ça. Donc ça fait que je m'entends bien avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'aime ma ville aussi. Tu sais que aujourd'hui, je peux être dans tel quartier, le lendemain, je suis dans un autre quartier. Et c'est normal, je connais toujours les mecs et tout. Et c'est cool. Aïe aïe aïe, on est avec Driver, Voilà. l'homme de la situation au multicasquette. C'est ça. Hein? Ceux qui veulent se faire produire, allez chez Driver. Non, c'est une blague, c'est une blague. Mais il va vous accueillir avec un bon thé. Voilà. Donc voilà, c'est la fin d'Idi Cool TV. Ok, Merci cool. Driver. Merci à toi. On est ensemble, on est dans Ça le même roule. camp.